c'est Marco. Je rajoute 93 à côté, c'est pour plus préciser l'endroit d'où je viens. On y est. Ici, on est à Saint-Denis, dans mon atelier. Et donc voilà, j'ai évolué ici. Et voilà, j'ai commencé un petit peu à griffonner sur les murs en 88. À savoir que 88-89, les murs de Saint-Denis étaient déjà saturés. Les grands étaient déjà passés par là. Donc bien sûr, hein, il y avait TWK, 93 MC, NTM. Et puis plein de crews des villes aux alentours, que ce soit Villetaneuse, Épinay, même les mecs de Sarcelles, tout ça, parce que Saint-Denis c'est un endroit stratégique, quoi. C'est la capitale des banlieues nord. Encore le chauvinisme, tu sais, on est les Marseillais du Nord, comme je dis à Saint-Denis. Bref, et donc il y avait beaucoup de tags, beaucoup de graffitis. Et donc moi j'ai commencé comme ça, timidement, et puis donc avec beaucoup d'exemples autour de moi. Et ensuite j'ai été dans des terrains vagues, regarder un petit peu comment les grands faisaient, tout ça. Et voilà, je suis tombé sur des fresques qui m'ont marqué à vie, hein, que ce soit du bandeau, mode tout, etc. quoi. En fait, 88-89, moi je me suis intéressé à un mouvement qu'on appelle le mouvement hip-hop. Et puis dedans il y avait la danse, le rap, DJ, les graffitis, tags. Et donc les mecs de ma génération des années 80, on a plus ou moins tout essayé quoi en même temps. Pas tout le monde, mais la plupart. C'est-à-dire que le danseur, il taguait en même temps, il s'est essayé un petit peu de mixer, il a touché au moins une fois les platines, il a écrit des textes, voilà, on était un petit peu complet avant de trouver vraiment sa voix et se concentrer dedans quoi. Et donc voilà, j'ai essayé de danser, j'ai essayé de rapper, et puis voilà, après il y a eu le tag, et puis je pense que j'ai accroché avec cette discipline parce qu'elle est plus mystérieuse. Dans toutes les autres disciplines, tu te mets en avant, que ce soit le danseur, il met son corps en avant et sa tête, le rappeur c'est encore pire, il se met encore plus en avant, le DJ, même s'il est en recul, il est quand même sur scène, il se met en avant, et je pense que ce délire de signature, de graphe, tu vois que le résultat. Tu vois pas le mec qui se met en avant quoi. Voilà. Donc peut-être que c'est ce côté-là qui m'a peut-être aussi attiré quoi. Et donc j'ai commencé au début très inspiré de New York. Ça nous est venu de là-bas de toute façon. Donc dessiner un petit peu des b-boys, des trucs comme ça. Après dans les années 90 j'ai commencé à faire un petit peu des paysages. Je faisais des graphes un peu dans des murs, dans des cités, des trucs qui restaient. Et puis après, au début des années 90 j'ai commencé à travailler un peu la calligraphie abstraite. Ça m'est venu de formes de calligraphie arabe et qui me faisait penser à un style de tag des années 80 très réputé en Europe du Nord dans les années 80, qui vient de New York aussi bien sûr, mais qui se faisait des tags penchés sur la gauche comme ça et avec des vandaliseurs, des marqueurs très larges, donc avec des pleins et des déliés. Et donc ça m'a marqué à vie et c'est pour ça que dans les calligraphies rebeux je retrouvais ce plein et ce délié de marqueurs noirs et larges. Et j'ai essayé de trouver des lettres. Et puis ensuite, j'ai travaillé de manière abstraite. Voilà. Tu sais quoi? Alors, faut remonter avant, quand j'avais 11 ans. Quand j'avais 11 ans, je me souviens de Sydney HOP. Donc, à 11 ans, dans la cour d'école, on essayait de breaker, de smurfer. C'était l'époque du smurf. Donc, j'ai ce souvenir-là. Ça a duré, je sais pas, quelques mois. Après, j'ai lâché, tu vois, j'avais 11 ans. Je suis passé à autre chose, je sais pas, Pokémon, je sais plus ce que c'était à cette époque. Bref. Et ensuite, je me souviens d'une image comme ça, où je traversais un terrain vague qui avait entre la cité Franc-Moisin et la cité des 4000, un grand terrain vague, où maintenant il y a un gymnase et une école. Et donc, au fin fond de ce terrain vague, il y avait des dessins sur les murs, des b-boys, tout ça. Et je me souviens toujours, il y avait aussi les étoiles qu'on faisait dans les graphes, quoi. Et le truc le plus simple que tu peux faire, un trait comme ça en croix, tu vises le centre, tu vaporises et ça te fait un éclat. C'est la magie de la bombe, quoi. Mais je savais même pas ce que c'était, quoi. Et donc voilà, après forcément, j'ai vu des trucs écrits sur les murs. Je me suis trouvé un nom, j'ai fait ça. Après avec un pote, là, derrière, à la limite de Pierrefitte, on avait avec une bombe, on avait commencé à graffer, à taguer avec une bombe. Et puis après, il y a eu
La musique aussi, la musique ça a été hyper important, toute l'imagerie qu'il y a autour, les disciplines, on peut s'exprimer avec ce qu'on fait, que ce soit en dansant. Et puis après, bon forcément, quand tu es graffeur, bah, tu connais des danseurs, tu connais. C'est un milieu, c'est comme une famille. Après il y avait des clans, alors tout le monde ne s'entendait pas, c'est pour ça que c'était bien aussi d'être dans un crew aussi, parce que voilà, plus tu vas t'imposer, plus c'est la jungle urbaine ici, surtout à cette époque. Et puis voilà, après moi j'ai fait partie d'un crew. À une époque, on s'appelait les BMC, Breakmaster Criminal, toujours avec des noms de super-héros, quoi. Breakmaster Criminal. Et voilà, et dedans, bah, nous on était les petits de NTM, enfin les petits dans le sens où eux c'était le modèle. Donc dans notre possible, bah, il y avait les taggers, graffeurs, il y avait DJ, il y avait rappeurs, MC Fine, il y avait des danseurs. Voilà, à l'instar de NTM. On les a jamais dépassés, ça se saurait sinon. Mais voilà, c'était un peu notre modèle et puis le tout, ça allait ensemble, quoi. Vraiment, ça allait ensemble, quoi. Le hip-hop, le graffiti, quoi qu'on en dise, c'était ensemble. Non, au début, ça part d'une chambrette et puis j'ai remplacé le C par un K parce que voilà, dans les années fin 80, 90, le K c'était, il y avait des lettres comme ça qui étaient un peu à la mode, tu mettais des K partout, ça claquait un peu mieux, puis esthétiquement ça sortait bien, quoi. Enfin directement, hein. Si au début j'essayais de faire mon lettrage en détournant des formes rebeux, mais écrit en français, et puis petit à petit je suis parti vraiment dans l'abstraction, quoi. Vraiment abstraction. Il y a juste un 93 qui revenait souvent, avec le 9, qui est une belle forme dynamique. Et voilà, puis après, au fur et à mesure des années, ça a été, j'ai, comment dire, injecté des formes d'écriture du monde entier par rapport à mes voyages. Alors, maintenant, on peut reconnaître des formes un peu asiatiques, des formes, voilà, j'aime bien l'écriture mongole aussi, des fois verticale. Récemment, là, j'ai fait un tableau aussi où je me suis servi de l'écriture cunéiforme. La première écriture... bah, de l'homme, de l'humanité, quoi, qui se faisait avec des petits, sur des petites tablettes en argile. Et voilà, on faisait des petits poinçons comme ça. Et c'est la première écriture au monde. Et c'est passionnant, quoi. L'écriture, ça parle de l'homme. Ça, comment dire, tu peux ressentir différentes influences. Tu vois le voyage de différents empires, etc., quoi. C'est hyper intéressant. Ça c'est en 99, gros virage. Mais sinon des toiles, tu sais, on en faisait à la MJC pour les concerts. Quand il y avait des concerts à la MJC, tac, ils débloquaient un budget, ils achetaient des bebons, on prenait des draps, on mettait du rouleau, ce qu'il faut pas faire, parce que dès que tu le roules ça craque. C'était un peu à l'arrache ou sur des morceaux de lino. Les toiles c'était ça au début, hein, tu sais, c'était pour décorer des concerts, voilà, dans les MJC. Après c'est pas facile, tu sais, partir du mur à la toile, suivant ton style. Ça peut être compliqué. Un mec qui aime dessiner, qui dessine beaucoup, qui fait beaucoup de sketch, il arrivera à s'adapter sur une toile. Par contre, un mec qui fait vraiment du grand, qui peint avec son corps, qui fait vraiment du grand, et qui est dans le geste, bah, quand tu le mets sur 50 cm², c'est plus pareil, tu vois, tu mets 3 coups de bombe, tu l'as rempli la toile. Donc il faut tout réapprendre. Donc je suis parti après avec d'autres outils, je me suis mis même au pinceau, tu te rends compte, au pinceau, quel sacrilège. Et donc voilà, voilà, avec de l'éponge, serpillière, j'essaye toutes sortes d'outils. Il n'y a plus le temps. Même une fois que j'ai peint avec mes doigts à Tokyo, tiens, je peignais avec un mec de Tokyo, je le vois à un moment, il peint avec ses doigts, je vois c'est mortel. J'ai essayé tout et voilà. Pas de limite, non, pas le temps. Il n'y a pas le temps, faut faire, moi ce que j'aime c'est peindre. Vraiment quoi. Après les limites, je sais pas quoi, voilà, tout support est bon, tout prétexte à voyage aussi, quoi. Moi j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup peindre ailleurs, c'est là que les connexions se font aussi. Et voilà. Ce que j'aime c'est peindre, tu vois. Après de temps en temps placer un petit tag et tout, tu vois, ça m'arrive de glisser encore. Mais je suis très loin de ceux qui ne font que ça. Il y en a encore certains qui font que ça. Et c'est tout à leur honneur. Moi,
Voilà, je peux passer d'une toile à un mur à Hollywood, un avion, un mur dans une cité. Voilà, y a pas de... En fait, tu sais, des animaux, j'en ai déjà peint dans les années 90, tu vois, sur des graphes et tout. Mais ça m'est venu d'un délire avec la lumière. Je revenais de Mexico, et à Mexico, j'ai visité la maison de Frida Kahlo, qui était une peintre donc des années 30, qui était la femme de Diego Rivera, l'un des plus grands muralistes, et qui peignait des fresques, mais super grandes, donc au pinceau et tout, et qui parlait, voilà, l'esprit aussi, la fresque latine, donc en Amérique latine, c'était beaucoup aussi des grandes fresques qui parlent du peuple, qui parlent de l'histoire, connectées aussi avec... comment dire, avec la Pachamama, tout ça, donc, bref, j'ai visité la maison de Frida Kahlo, et je suis tombé amoureux d'un bleu, bah il est là, je suis tombé amoureux que, c'est pas exactement ce bleu là, mais c'est le bleu que j'ai retrouvé à Paris, la maison de Frida Kahlo, il y a des murs qui donnent sur l'extérieur, et c'est peint avec un bleu un peu plus indigo chez elle, et j'ai retrouvé ce bleu là ici à Paris, et je peins beaucoup avec ce bleu là pour les fonds. Et donc voilà, je reviens à Paris. Et puis donc là-bas, j'ai appris voilà, l'histoire de Frida Kahlo, cette femme voilà, qui avait été blessée et qui a peint, qui a souffert toute sa vie. Bon, ceux qui s'intéressent pourront pousser la recherche. Et ça m'avait touché. Et donc je fais un hommage et j'ai peint son portrait dans une rue à Paname, dans le 19e. Et puis elle était souvent elle se faisait des autoportraits, elle se faisait beaucoup avec des animaux autour d'elle. Donc j'ai fait la tête de Frida, j'ai fait un perroquet, souvent elle se faisait qu'un perroquet. J'ai fait un petit singe, elle avait souvent des petits singes là, je sais plus comment ils s'appellent, les petits singes avec des bras tout longs, tout fins, tout noirs. Je sais plus comment ils s'appellent ces petits singes araignées, je crois. Les singes araignées qui sont en Amérique latine, bref. Et souvent elle avait un petit chat noir. Et dans le coin je fais un petit chat noir. Et je sais plus, je tombe sur une photo sur internet, ce genre de photo que si vous avez un chat, vous avez déjà pris en photo votre chat avec le flash, il y a les yeux qui brillent. Et cette photo, je sais pas, je suis tombé sur une photo banale, quoi, je sais plus si c'est sur Facebook ou une connerie comme ça. Et tout de suite, ça m'a interpellé, quoi. Et donc j'ai fait ce chat avec à la bombe l'effet des yeux qui brillent. Et tout de suite, j'ai passé des nuits sur internet à chercher comment je pouvais reproduire, avec quel matériel je pourrais reproduire cette réflexion lumineuse. Et c'est là que j'ai trouvé, dans mes recherches, j'ai trouvé la Reflective Tape. Reflective Tape, j'arrive. Reflective Tape, ça peut se trouver dans ce format-là, des rouleaux. On colle le long des camions et qui réfléchissent la lumière. Et donc j'achète un petit rouleau comme ça. Et quelques semaines après, je pars à Wynwood, par là-bas, pour peindre comme ça. Et là-bas, j'avais ramené un collage, tu sais, j'avais fait un Dark Cat, un chat, avec, tu sais, un masque de Batman, mais j'appelais ça un peu Dark Cat, Dark Vadpor, un truc comme ça, bref. Et je l'ai collé dans une rue là-bas à Wynwood, et j'ai repeint dessus, et après j'avais ramené ça, j'avais jamais testé, j'ai découpé, j'ai collé dans les yeux. Et là la nuit a commencé à tomber, et je fais une photo, bam, et là j'ai l'effet du vrai chat avec les yeux qui brillent comme ça. Je suis revenu à Paname, et je devais peindre, j'avais un plan pour peindre sur les vitres du ministère de la Culture. Un truc organisé par Fleur Pellin, on était une vingtaine de graffeurs. Il y avait Lex, Owat, O'Clock, il y avait l'Atlas aussi, je crois, on était une vingtaine, bref. Et sur ces murs, sur ces vitrines-là, au début, la nana qui m'avait demandé de peindre, je devais lui faire de l'abstrait. Et quand je suis revenu, j'ai voulu faire, tu sais, continuer ce délire d'animaux avec les yeux qui brillent. Donc j'ai fait un jaguar, j'ai fait un sphinx, les chats sans poils là, et j'ai fait un guépard. Autant dire que la meuf, quand je lui ai dit je vais faire des animaux, la meuf elle s'est décomposée, parce qu'elle, ce qu'elle kiffait c'était que l'abstrait, quoi. J'ai fait le truc, voilà, elle a kiffé et tout, les gens ils ont bien aimé et tout, et donc j'avais continué, j'avais fait un jaguar qui marche comme ça avec les yeux, j'avais collé, tu prenais la photo, ça brillait. Et ce jaguar, en fait, il m'a marqué à vie. Et c'est mon animal vraiment préféré. Et je me suis mis à faire plein de jaguars. Et je kiffe mais le jaguar, de ouf. Et à savoir que le jaguar, bah, c'est un animal qui est hyper mystérieux. Tu sais que les mecs qui les étudient,
C'est pas comme la panthère, c'est le cousin de la panthère, mais la panthère c'est en Afrique, en Inde, Sri Lanka, etc. Mais le jaguar, lui, ça va être Brésil, Mexique, toutes ces zones-là, c'est même un dieu chez eux. Et la différence, c'est que le jaguar, même les gens qui les étudient, ils ont du mal à le voir dans la nature, c'est hyper mystérieux. Et puis il y avait une espèce de petite légende comme ça qui disait que le jaguar, quand le soleil tombe, il se réincarne en jaguar, parce que le jaguar a une activité nocturne aussi, et au petit matin, il ressort du jaguar et il retombe dans le ciel, tu vois. Et donc il y avait ce délire de lumière et tout, et moi ça m'a parlé. Et ce jaguar, depuis que je le peins, et voilà, c'est une étoile qui s'aligne pour moi, quoi. Il me porte, vraiment. Après, à côté de ça, je me suis amusé à faire des singes aussi, j'aime bien faire des singes, mais punk. En fait, voilà, quand je fais des félins, c'est un petit peu aussi pour montrer un petit peu le côté mystérieux. Et qu'est-ce qui nous fascine dans les félins? C'est leur instinct. C'est peut-être ce qu'on perd nous aussi des fois, c'est qu'on est dans notre matrice. Mais des fois on a des sursauts instinctifs, de survie, mais eux ils l'ont constamment. C'est peut-être ça qui nous intrigue. Même un petit chat. Depuis j'ai un petit chat. Je l'observe, je suis comme un ouf. Et même les petits chats, tu vois, il y a des trucs plus forts que pétage de plomb et tout. Il y a un truc mystérieux, quoi, j'aime bien. Et donc voilà, puis j'aime bien les réintroduire aussi, tu sais, dans la ville, quoi, tu vois. Et on est à Saint-Denis ici, c'est marrant. En 53, il y avait un cirque, place du Humet, pas très très loin. Et un jour, il y a une panthère noire qui s'est échappée. Et donc pendant une journée et une nuit, ils l'ont cherché partout, une panthère noire en liberté à Saint-Denis, quoi. Et ils l'ont rattrapée le lendemain, elle était dans les caves d'une école, juste en bas de chez moi. Et elle s'appelait Bagheera, quoi. Et voilà, et cette image, tu vois, du fauve en liberté, dans les rues de la ville, tu vois, dans cette putain de jungle urbaine, il y a un côté, voilà, qui me parle, quoi, que j'aime bien. J'en ai fait entièrement à la bombe, et après j'en ai fait avec les... Alors après j'étais en Inde. En Inde, j'ai trouvé des fabricants qui, le petit rouleau que tu vois, ils te les vendent en rouleau grand comme ça. Donc j'ai ramené des rouleaux, ça coûte cher. J'ai ramené des morceaux de feuilles comme ça. Et il y a un an, là, je suis parti à Hong Kong, j'ai fait une petite tête de panthère sous un pylône, sous une autoroute, là. Et voilà, chaque œil, il faisait un bon mètre, chaque œil comme ça. Tu mets un petit coup de flash, bam, le truc qui s'éclaire, putain, t'as l'autoroute au-dessus de la ville. Et j'aime bien ce délire un peu de... Puis un petit côté mystérieux, tu vois, dans la jungle, t'as deux yeux qui te fixent, qui brillent comme ça. Même quand on était gamin, tu sais, t'avais toujours ce truc de... Le secret de la torche. La torche, c'est les gros marqueurs, même plus gros que ça. La torche, tu sais, t'avais tout le temps le secret de l'encre qui va jamais s'effacer. Donc on a tout le temps bidouillé. Tout le temps on a bidouillé, tu sais, trafiqué, nanana. C'est voilà, c'est de la recherche, hein, quelque part. Je pense que ça me vient de ça, je pense. Et ouais, ça m'a jamais lâché. Donc voilà, après j'ai fait donc des personnages, mais dedans ou à l'extérieur de mes personnages, il y a toujours cette calligraphie, quoi, qui a un maillage qui forme la chair et la peau. Et quand tu dézoomes, tu vois l'animal, et quand tu zoomes dedans, tu vois toutes mes calligraphies qui fourmillent, quoi, en fait. Et voilà, c'est toujours mon écriture. J'avais fait des expos collectives. Et ma première solo, 100% peinture, je l'ai fait au mois de juin à Paris. C'était ma première. Donc voilà, ça fait 29 ans que j'utilise la peinture. Et voilà, au bout de 29 ans, j'ai fait mon expo solo à Paname, qui s'est bien passé. J'étais agréablement surpris et tout. Parce que, ouais, c'est un game aussi ce truc-là. Tu sais, quand tu commences à faire des trucs en galerie ou quoi, c'est encore d'autres... c'est un autre délire, tu vois, il y a d'autres codes, d'autres trucs, c'est pas... T'es pas dehors, c'est encore un autre truc. Et donc, voilà, c'est d'autres formats, voilà, d'autres endroits, un autre public aussi, tu brasses différentes personnes, que nous, quand on graffait ou quoi, le premier public, c'était nous. Après, je me souviens, il y avait 2 photographes à l'époque, les années 90, ils s'appelaient tous les 2 Marco. Marco la photo et un autre Marco photo, il y en avait 2. Mais sinon, il n'y avait personne qui prenait en photo les graphes, hein, à part les passionnés. Si, il y avait un autre mec aussi, ouais, c'était 2-3. Même pour les magazines, hein, il y en avait, comment il s'appelait? Il y en avait un autre là, Maglio, Silvio Maglio. Sinon, il y avait personne faisait
pas beaucoup de gens prenaient en photo des graphes, quoi, à part les graffeurs ou des gens vraiment accolés à ce milieu-là, quoi. Là, on est à New York, Martha Cooper et tout, j'ai rencontré à Tahiti d'ailleurs. Ouais. Et ouais, c'est marrant de les rencontrer, ces gens-là, quand t'as grandi avec leurs images, quoi, parce que voilà, Spray Canard, tout ça et tout, je l'avais, mais c'était mon bouquin de chevet, quoi. C'est un passage. Non, c'est pas une consécration. Je suis loin de tout ça, j'ai 44 piges. Cette première expo, elle s'est super bien passée. Mais j'ai le recul pour pas m'enflammer du tout. Et c'est juste un parcours. La route, elle est droit devant, c'est pas fini. Il faut taffer, et rien n'est acquis, et il faut continuer. Et pour moi, c'est un plus, parce que ça donne un autre éclairage sur mon boulot, de toute façon. Que ce soit sur une toile ou un mur, etc., bah, c'est moi qui suis derrière, de toute façon. Donc c'est un éclairage supplémentaire. Et donc pour moi, voilà, tout ça, ça va dans la même direction. Tout en ne négligeant pas les murs. Après, le mur, en ce qui me concerne, c'est... Voilà, pour moi, la consécration, c'est des beaux projets artistiques qui arrivent, quoi, qu'on te propose, c'est ça. Ah ouais, mais c'est ça qui fait avancer, quoi. Tu vois, après, ça peut être aussi chercher, titiller, essayer de développer un style, modifier, des trucs comme ça, mais après, c'est voilà, le mur, l'endroit, le support, les rencontres. Moi, c'est ça qui me fait vraiment avancer, tu vois. Et voilà, quoi. Et le travail en galerie, bah, il est complémentaire avec ça. Mais le plus jouissif, c'est quand tu peins un grand mur, et tu te recules, et tu vois la tache de couleur par rapport à l'environnement, et surtout, les gens qui vivent. Parce que toi, tu te barres, ça y est, mais les gens vont vivre avec ce que tu as fait, tu vois. Donc, et c'est aussi prétexte à discuter, à rencontrer les gens. Et je me rends compte que plus le temps passe, plus je mûris, et plus ce truc-là, il est important aussi, quoi. La connexion avec les gens, quoi, c'est important. Hyper important. Je suis pas dans le délire, moi, artiste, vas-y, j'ai rien à foutre de tout le monde, je viens, je fais mon truc. Non. Quand je fais un truc où il y a des habitants, que ce soit à Saint-Denis ou que ce soit dans une favela à Rio, quoi, il y a des gens, ils vivent, quoi. T'as des gens, ils vivent derrière le mur que tu peins. Tu vois, ils se lèvent, ils vont au travail, ils regardent ce que tu fais. Et la moindre des choses, bah, c'est naturel, c'est de se connecter avec ces gens-là aussi, tu vois. Parce que toi, tu rentres chez toi, tu verras plus ce que tu as fait, mais si tu as fait une grosse de merde, ouais, mais c'est la recherche peut-être du petit sourire, quoi. On se fait assez chier dans cette putain de vie de merde. Un petit sourire, une petite connexion, un petit truc qui brille dans l'œil. Voilà. Après, tu as toujours le 1% qui va te faire, ah, c'est de la merde. Et il le faut. S'il vient pas, ce mec-là, c'est chelou. Tu vois, si t'as 100% de gens qui te font, c'est mortel, il y a un truc pas clair. Il te le faut, ce gars. Et voilà, donc, mais sinon, voilà, ça permet un peu de... Voilà, c'est comme un jour de fête.